Bon jeudi à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Filion avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour notre rendez-vous NHL par excellence. Pas d'interview spéciale cette semaine, ce qui veut donc dire qu'on passera l'heure à discuter de l'actualité la plus bouillante en NHL avec notre invité de la semaine, Stéphane Rochette, dans nos segments Up Suisse et Head to Head. Mais avant de rejoindre Stéphane, laissez-moi vous rappeler qu'Overtime NHL est disponible sur toutes nos plateformes numériques, que ce soit Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud, ainsi que sur notre site Internet et sur notre application numérique. Téléchargez-la en grand nombre, beaucoup de contenu gratuit sur notre application, dont tous les épisodes de la saison d'Overtime NHL. Également, l'épisode d'aujourd'hui sera en rediffusion sur MySports 1 ce soir dès 20h. Voilà, tout est dit. On peut maintenant lancer le 6e épisode de la saison. Pour le segment Up Suisse, on retrouve notre invité de la journée, Stéphane Rochette. Salut Stéphane! Salut Joe! Très heureux de te retrouver, Steph. On va parler NHL. Il y a beaucoup de sujets à discuter, beaucoup d'actualités. Mais tout d'abord, on va revenir évidemment sur nos joueurs suisses. C'est souvent ce qui intéresse le plus nos auditeurs. Et on va commencer avec un joueur qui connaît des difficultés à l'image de son équipe depuis le début de la saison. C'est Timo Meier. Ça va pas du tout pour Timo. Ben non, gros contrat à l'intersaison, beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Faut pas oublier que Timo Meier jouait dans un petit marché avant à San Jose, un des plus petits marchés de la NHL avec Anaheim. Pas beaucoup de couverture médiatique et tout ça. Et ses hauts et ses bas n'étaient pas couverts. Et là, il a signé un gros contrat du côté de New Jersey. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Quand tu es en banlieue de New York, dans l'Est, il y a beaucoup plus de couverture. Il y a des attentes avec New Jersey cette année. Le gros contrat, évidemment, ça crée des attentes et il n'est pas au rendez-vous. Début de saison un peu compliqué. Il n'a pas joué tous les matchs non plus. Marqué que 5 buts, je crois, quelque chose comme ça. Et ce qui est inquiétant dans son cas, c'est son implication défensive, évidemment. Donc, si vous regardez sa fiche, les plus et les moins, il faut toujours prendre ça avec une certaine retenue, mais il fait tâche. Dans les plus, c'est la colonne des plus et les moins de son équipe. Il fait vraiment tâche avec un moins 15. En 19 matchs, 20 matchs. C'est compliqué pour lui. Moi, j'ai vu quelques matchs de New Jersey. J'aime bien regarder la NHL la nuit. Et son implication laisse vraiment à désirer. Il attend que l'opportunité pour tirer. Et je pense qu'à un moment donné, son coach va perdre patience avec lui. Parce qu'on ne le sent vraiment pas impliqué. Est-ce qu'il n'est pas heureux dans cette équipe? C'est compliqué à dire. C'est vrai qu'il y a plusieurs vedettes. Là. Il y a Hughes, tu as Ischier, tu as Dawson Mercer qui va bien. Il y a quand même pas mal de joueurs les deux Hughes d'ailleurs, celui en défense aussi. Peut-être qu'il n'aime pas être mis en vedette. Il n'aime pas ne pas être mis en vedette, je devrais dire. C'est difficile à dire, mais en tout cas, il connaît un début de saison compliqué. On va lui laisser un peu de temps. Les saisons sont longues en NHL, mais ça devra se replacer rapidement dans son cas. Moi, ce que je me dis peut-être pour Timo Meier, parce que je regarde ses chiffres. Sa deuxième saison NHL, 21 buts. Ensuite, 30 buts à sa troisième saison, 22 à sa quatrième. Ensuite, ça a été plus compliqué à sa cinquième avec 12. Puis ensuite, il a enchaîné vraiment avec ses deux plus grosses saisons qui lui ont valu le contrat qu'il vient de signer. 35 buts en 77 matchs et 40 buts en 78 matchs. Tout le monde le voit comme un marqueur de buts. Mais tu l'as dit, il jouait dans un petit marché où il y avait beaucoup moins de responsabilités. Parce qu'à San Jose, même si tu trichais comme joueur, c'était pas trop grave. Parce que oui, quand il est rentré dans la Ligue nationale, il y avait une équipe compétitive à San Jose, mais ça a vite pris le champ, comme on dirait au Québec, là, ça a vite déraillé. Et on est tombé dans une longue reconstruction à San Jose. Et là, beaucoup moins de pression. Le gars, il peut tricher, il peut vouloir que son but et ma foi, c'est parfait comme ça. Mais là, il tombe dans une équipe où il y a des attentes, où il y a une volonté d'aller loin en play-off, de remporter une Coupe Stanley rapidement. Il vient avec le plus gros contrat de l'équipe aussi, ce qui est une énorme pression. Et là, tricher, ça fait plus, là. Là, il doit réussir à mettre des buts. Et d'ailleurs, c'est pas les chances qui manquent parce qu'il a été aligné je sais pas combien de matchs avec Jack Hughes, avait déjà été aligné aussi avec Nico Hischier en début de saison. Et lorsque tu regardes Hischier depuis son retour de blessure, tout feu, tout flamme, il a déjà 6 buts cette saison, 12 points, à peine en 15 ou 16 matchs.
Alors Ouais. que du côté de Timo Meyer, c'est 5 buts seulement. C'est vraiment compliqué. C'est 11 points en 19 matchs. Et d'ailleurs, Steph, l'entraîneur, qui commence à passer son message parce que son temps de glace a diminué énormément là, dans les derniers matchs. Lui qui jouait normalement tout près de 19 à 20 minutes. Là, on parle d'un peu plus de 14-15 minutes seulement, là, autour de Ouais, 16 minutes dans les meilleurs matchs. ça, c'est pas beaucoup. Si tu comptes qu'il joue encore sur le power play, ça veut dire qu'à 5 contre 5, il n'a pas la confiance de son entraîneur. C'est pas énorme. Honnêtement, c'est pas énorme en NHL. Les vedettes de NHL en attaque, c'est 20 minutes. Hein. C'est en tout cas plus de 19 minutes, voire 19 à 22, 23 minutes. On sait qu'avec les power breaks et tout ça, la patinoire est plus petite, les efforts sont un peu moins grands. Les vedettes jouent énormément, beaucoup plus qu'ici d'ailleurs, et il joue beaucoup. Et là, finalement, il n'a pas le temps d'une vedette, le temps de glace d'une vedette là, dans les derniers matchs. Donc, le message de l'ancien entraîneur a l'air assez clair. Quand on regarde la saison des Devils, évidemment, ça a été très compliqué en début de saison dû aux blessures, aux nombreuses blessures, entre autres à Ishii et à Hughes. Les Devils qui se replacent sont sixième de leur division pour l'instant, mais à seulement 4 points de la deuxième place, comme quoi c'est très serré. Les Devils vont mieux. Mais je veux qu'on parle également d'Akira Schmid, qui a beaucoup de pression, Steph, le jeune Akira Schmid. Il n'a pas des chiffres incroyables. Les deux gardiens des Devils connaissent un début de saison très moyen. Mais ça va être la patience. Moi, je trouve qu'on l'a mis un peu dans la gueule du loup, Akira Schmid, là, en lui donnant de grosses responsabilités en se basant sur ce qu'il avait donné en playoff la saison Ouais. dernière. Là. C'est beaucoup de responsabilités pour lui et pour Vitek Vanecek. Ben, l'échantillon est quand même petit dans son cas. Hein. On est parti il a connu du succès rapidement, etc. C'est un gardien qui vient de loin. Hein. Personne ne l'attendait là. Si vous regardez son parcours, là, ça dessineux, etc., tout à coup, peut-être ça est devenu une découverte. Mais arriver là, c'est une chose. S'y maintenir, c'est une autre chose. Et lorsque tu as atteint un niveau de performance, les expectations, les attentes sont beaucoup plus grandes. Et surtout dans une équipe comme New Jersey, dans l'agglomération de New York, même si ce n'est pas les Rangers et les Islanders, il y a quand même une certaine couverture médiatique. Et là, tout à coup, les attentes sont plus élevées et la pression monte. Ce n'est pas toujours évident. Y arriver, c'est une chose. S'y maintenir, la rumeur urbaine dit que c'est encore plus difficile. 4 victoires seulement en 12 matchs pour Akira Schmid, moyenne à 3 buts alloués par match, pourcentage d'arrêt de 90,1%. Ça reste un gardien de 23 ans. Puis dans la NHL, pour un gardien, c'est très jeune, 23 ans. Normalement, ils font plus leur place autour de 24 ans et dans leurs meilleures années, c'est autour de 25-26 ans. Donc, il faut simplement être patient là, pour un gardien format géant. Akira Schmid. Mais évidemment, les succès des Devils qui vont passer aussi par les performances de leurs deux gardiens de but. Steph, je vais aller dans du positif un peu et je te parle là de Nino Niederreiter qui a signé une prolongation de contrat avec les Jets de Winnipeg. 3 ans, 4 millions par année, 12 millions de dollars US au total. Je veux tes premières impressions sur ce contrat pour Nino. Ben, je le trouve courageux de rester à Winnipeg. Quand il était arrivé, il y avait un reportage ici, je ne sais plus dans quel média, il y a eu un reportage sur lui, sur sa vie à Winnipeg. Là, on s'entend que Winnipeg, c'est pas la Floride, c'est pas la Californie, c'est pas le Texas, c'est pas New York. C'est compliqué, c'est sûrement un marché les moins intéressants à habiter, mais il dit qu'il a trouvé sa niche, il a trouvé sa place là-bas, il habite dans un penthouse au centre-ville. Voilà, il y a beaucoup de misère autour de lui. On sait que la ville du Manitoba souffre énormément depuis un bout de temps, mais il a décidé de rester. Puis, parenthèse, à Winnipeg, malgré la bonne saison qu'ils connaissent, il n'y a jamais eu autant peu de spectateurs dans les gradins. Joe, ils sont dans les médias au Canada, on en a fait grand état. On disait qu'est-ce qui se passe à Winnipeg? Quand ils ne gagnaient pas, c'était plein, là, ils se mettent à gagner. Et les gens, on sait qu'au Canada, avec l'inflation et tout, les gens, on sait que c'est une ville de classe moyenne, vraiment de grosse classe moyenne. Et là, les gens ont un petit peu moins de moyens pour aller dépenser 200-300 balles pour aller voir un match de NHL. Donc, on joue souvent devant des gradins à moitié vides du côté de Winnipeg. Mais Niederreiter, pour revenir à notre sujet, lui a décidé de rester là. Écoute, moi, je pense que Niederreiter, à 4 millions par année, 3 ans, tu prends l'argent et puis tu dis merci, puis tu restes là. Si tu arrives à supporter le fait de vivre à Winnipeg, on s'entend que les gars, lui, il est là temporairement. Les joueurs, surtout Winnipeg, ça voyage beaucoup. C'est beaucoup de longs voyages. Comparativement à certains marchés américains. Il n'est pas là si souvent. L'été, il est en Suisse. Donc voilà, c'est peut-être plus facile à supporter dans son cas. Je pense qu'ils ne sont pas dans la misère. Mais je pense qu'on lui a fait une belle offre avec
quand on regarde les chiffres de Niederreiter, comment il est utilisé, 4 millions, on s'entend que c'est une belle offre pour son statut dans la Ligue. Je pense qu'il a pris l'argent quand il était sur la table. Il s'est dit voilà. Puis en sachant très bien qu'en NHL, tu peux être échangé à tout moment. Hein. Regardez ce qui est arrivé avec son échange. Il peut peut-être passer dans un autre marché l'année prochaine, dans une transaction, parce que c'est le genre de joueur qui peut facilement passer dans une transaction. Parce que c'est un power forward qui peut être aligné sur une 2, sur une 3, même sur une 4, peut-être un peu devant le but en PP, à 4 contre 5, il y a un côté physique. Donc, il remplit beaucoup de cases. Il peut plaire à certaines équipes en fin de saison qui pourraient aller s'équiper pour les playoffs éventuellement. Moi, je trouve intéressant le terme, surtout. Le 3 ans. Comme tu l'as dit, 4 millions, c'est pas difficile à bouger sur une masse salariale, surtout que l'an prochain, le plafond salarial va monter de 4 millions, justement, et devrait monter les années suivantes. Donc, Nino Niederreiter va devenir vraiment un joueur pas trop payé, facile à bouger. Qui peut rendre service. Qui a 3 ans de contrat. Nino Niederreiter a 31 ans. Donc, un contrat qui le mène jusqu'à ses 34 ans. Pour lui, c'est intéressant. Du bel argent. Aussi, une équipe qui veut se battre pour les playoffs, une équipe qui est bâtie avec de très bons joueurs. Évidemment, là, du côté de Winnipeg, c'est Kyle Connor qui est blessé à long terme. Ça va faire mal parce qu'il avait déjà 17 ou 18 buts depuis le début de la saison. Là, c'était 1 ou 2 de moins que Nikita Kucherov au premier rang au moment de sa blessure. C'est sûr que ça fait mal, mais c'est une équipe qui peut viser les playoffs, qui peut viser faire un bout de chemin en playoffs aussi. Ça, j'imagine que pour un gars qui a 31 ans, c'est intéressant, parce qu'avec les Islanders de New York, lorsqu'il a été repêché 5e au total, c'était pas une équipe qui visait les playoffs. Le Wild du Minnesota n'ont jamais eu de grandes aspirations non plus. Les Hurricanes de Caroline s'amélioraient du temps qu'il y était, mais c'est vraiment là, je pense, où il a les meilleures opportunités du côté de Winnipeg. Et puis, c'est sûr, certain que c'est pas le plus bel endroit où vivre, Winnipeg, mais il faut dire que c'est 12 millions US. Vivre au Canada avec 12 millions US, ça donne quand même un bon pouvoir d'achat. C'est ça. Exactement. De toute façon, les gars, j'ai toujours l'impression que les gars, ils vivent pas vraiment là. Ils habitent là, ils dorment là, ils vivent, bon, évidemment, dans des appartements de luxe ou ils achètent une maison, mais c'est pas l'endroit où ils vont vivre. Ils arrivent, ils sont 8 mois là-bas, et puis sur les 8 mois, ils sont 3 mois en voyage. En gros. Donc, ils dorment à l'hôtel, ils reviennent. Donc, finalement, si tu dors là, tu vas à la patinoire, tu reviens, tu te reposes, etc. Tu ne vis pas vraiment sur place. C'est ce qu'il faut se rendre compte aussi. Il y a peu de joueurs qui sont vraiment installés de façon durable dans les villes où ils jouent. Et Niederreiter qui, pour l'instant, a 16 points en 27 matchs, 7 buts. Il est sur un rythme qui est dans ses meilleures saisons. Là, sa meilleure saison en carrière, c'est 57 points en 82 matchs. Il est sur un rythme là, autour des 50 points. Donc, il a vraiment trouvé sa niche sur un 3e bloc avec les Jets de Winnipeg. Et félicitations à lui pour ce nouveau contrat. Steph, on reste dans le positif comme dernier sujet de ce segment Hop Suisse. On va parler d'un certain Philippe Kourachev qui s'éclate avec Connor Bedard. Il a de la chance. Il joue avec le prodige Connor Bedard, mais il y a de la pression qui vient avec le fait de jouer avec un aussi bon joueur. Et Philippe Kourachev s'illustre, 16 points en 22 matchs. Il est en voie de connaître sa meilleure saison en carrière avec Connor Bedard. Lui, clairement, il saisit sa chance. Oui, parce que moi, depuis le départ, je suis très surpris que Philippe Kourachev joue en NHL. Je l'ai vu jouer en junior avec les Remparts de Québec. N'a jamais vraiment crevé l'écran. Hein. C'est un gars d'1 point par match à sa meilleure saison dans le junior. C'était pas un fin limier, c'était pas un gars qui faisait pas chasseur de points. Assez fort physiquement, assez trapu. Ceux qui connaissent son père, vous savez qu'il y a quand même une petite force de la nature derrière, mais pas immense non plus. C'est pas son ADN. J'ai de la peine à dire quelles sont les qualités dominantes de Philippe Kourachev. Quand il est venu ici, il a joué à Lugano, il n'a pas marqué un but. Il y avait 6 pages, je pense, je ne sais plus combien de matchs. Il n'avait pas non plus fait wow à personne. Finalement, il a eu sa chance à Chicago, a été drafté là, sa chance dans une équipe en reconstruction. Tout à coup, il s'est faufilé là. C'est une équipe qui est au fond du trou, en profonde reconstruction. Oui, à Connor Bedard, mais à côté de ça, c'est compliqué. Et tout à coup, on l'aligne avec Connor Bedard, puis tout à coup, là, il va peut-être pouvoir aller se chercher un contrat intéressant s'il fait une 40-50 points. Là, son statut va changer dans cette ligue. Donc, comme tu dis, il profite de sa chance. Tant mieux pour lui.
même si depuis des années, j'ai toujours l'impression que Philippe Kourachev, c'est un gars qui est sur le point de revenir en Suisse, que ça ne va pas aller, etc. Mais non, il semble faire son chemin et devenir un. Parce que jusqu'à maintenant, c'était des saisons de 10, 15, peut-être 20 points maximum. C'était vraiment un joueur marginal de soutien. Voilà, mais là, tout à coup, son statut va peut-être changer. Peut-être que ça va lui donner des dollars en plus. Tant mieux pour lui. Tu parles que les Blackhawks sont dans une profonde reconstruction. On en parlera un peu plus tard dans l'émission, dans le segment head-to-head de reconstruction avec le Canadien de Montréal. Mais celle des Blackhawks de Chicago, Stéphane, tu sais un peu à quoi elle me fait penser? À celle qu'ils ont vécue au début des années 2000 et celle que les Penguins de Pittsburgh ont vécue. Très compliqué, mais ils vont chercher des one-two punch, là, deux excellents joueurs. Les Blackhawks, ce qui les a amenés à leurs 3 Coupes Stanley, c'est Jonathan Toews et Patrick Kane. Ouais, là, on a repêché Connor Bedard et les Blackhawks sont en voie, si la saison se poursuit comme elle est lancée, d'avoir encore une fois l'un des 2 premiers choix du repêchage. McLean Celebrini, Cole Eiserman, 2 joueurs dont on dit beaucoup de bien dans le junior. Pas des joueurs générationnels comme Connor Bedard, mais clairement des joueurs de concession, des joueurs de talent élite. Ça ressemble à un Crosby Malkin, ça ressemble à un Toews Kane, peut-être un peu plus offensif que Toews, mais j'ai l'impression que ils ont vraiment accepté de perdre pour aller chercher justement, pas nécessairement de la quantité, mais de la très grande qualité. Et ensuite, on fera le plein de quantité. Et j'ai comme l'impression que les Blackhawks, ça pourrait aller plus vite que prévu, même si pour l'instant, ils ont l'air complètement à l'ouest. C'est une reconstruction qui pourrait aller beaucoup plus vite que ce qu'a vécu Edmonton, que ce qu'a vécu Buffalo, que ce qu'a vécu même que ce qui est en train de vivre le Canadien de Montréal. J'ai vraiment l'impression là, que les pions sont très bien placés. Il faut de la chance, évidemment. Le secret, c'est d'être chanceux au draft, mon ami. Exactement, parce que le Canadien de Montréal, s'il repêche un an plus tard premier, l'histoire est bien différente. On a une super vedette à Montréal. On a un gars on lui aura fait la statue avant son premier match. Ouais. Donc, quand même, mais Kourachev, qui pour l'instant a égalé son total de points là, de sa toute première saison en NHL avec 16. Sa meilleure étant 25 points en 70 matchs. Clairement en voie de battre ce total. Il n'a jamais dépassé 10 buts en une saison en NHL. Donc, à lui il va le faire cette année. Un bon passeur avec lui. Il est en bonne voie d'atteindre ce prestigieux plateau pour un jeune joueur comme lui. Donc, je dis jeune joueur? Il a quand même 24 ans, le bonhomme. Le jeune homme, il va falloir que ça débloque. C'est la grande question. Moi, je pose toujours des questions sur le plateau, des questions sans réponse, des questions embêtantes sur le plateau. À quel âge on passe de jeune à plus jeune? Elle est où la ligne entre... Jusqu'à quel âge on te considère comme un jeune? Jusqu'à 23, 24, 25? Elle est où la ligne? Hein? Moi, je pense, honnêtement... Mon âge, moi, je suis limite là-dessus. Je commence à... Toi, t'es un jeune vétéran. Bientôt, je suis plus... je suis un jeune vieux. Mais... moi, je suis sur la ligne, la ligne d'après. Mais c'est vrai que je me dis, 24 ans. Dans NHL, on dit que c'est une ligue... Moi, j'écoute les talk shows américains, etc. On dit que c'est une ligue de moins de 25 ans de plus en plus. C'est une ligue de gamins. De moins de 30 ans. Au-delà de 30 ans, il y a un paquet de gars qui ne se font plus offrir de contrat, contrairement à l'époque. On veut payer les gars pour ce qu'ils vont faire et pas pour ce qu'ils ont fait. Ça change un peu. La donnée change un peu. Puis on dit que c'est une ligue de moins de 25 ans de plus en plus. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui cartonnent les frères Hughes et Connor Bedard. On a un paquet de jeunes là, qui sont arrivés dans la ligue et qui excitent un petit peu tout le monde. C'est la génération après Crosby, etc. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'à 24, 25, tu es un jeune. Après, quand tu arrives 25 ans, là, si tu n'as pas explosé, il est temps que tu exploses. Ben, moi, j'allais un peu dans ton sens. Je pense que jusqu'à 24 ans, tu restes un jeune en développement, mais rendu à 25, il faut absolument que tu atteignes des sommets. Sinon, tu te fais rapidement tasser, rapidement mettre de côté. Puis une fois que tu es rendu à 30 ans, si tu n'es pas établi, ta carrière en NHL est terminée. Et souvent, là, les équipes vont être un petit peu plus réticentes à donner des très, très longs contrats. Ça va être plus autour de 24 ans en disant, les meilleures années sont là en tant que jeune vétéran. Donc, jeunesse, moins de 30 ans, mais vétéran parce qu'il y a des années derrière la cravate. Mais non, c'est intéressant pour l'instant. Kourachev qui...
est vraiment à la croisée des chemins. C'est pour ça que c'est intéressant pour lui de débloquer. Ça va certainement l'aider pour les années à venir. Steph, on va maintenant parler actualité parce qu'il y en a eu beaucoup. Et on va, et on va commencer le segment head-to-head. On est maintenant prêt à faire le tour de l'actualité la plus chaude bouillante de la NHL avec Stéphane dans notre segment head-to-head. Steph, commençons tout d'abord avec de la violence, parce qu'il y en a eu dans les dernières semaines en NHL. Et la question que je te pose, on va prendre la suspension la plus sévère qu'il y a eu, celle à David Perron. Est-ce que c'est une suspension justifiée? 6 matchs pour David Perron. Pour me remettre un peu en contexte, il y a eu une charge de Mathieu Joseph sur le capitaine des Red Wings, Dylan Larkin. David Perron est arrivé, double échec au visage d'Artem Zub. Il s'est tout simplement trompé de joueur. Il pensait que c'était lui qui était le joueur qui avait mis en échec son capitaine. Donc pour défendre son capitaine, double échec en plein visage, 6 matchs de suspension, justifié ou pas? Oui, pour moi, c'est justifié. Honnêtement, je l'ai vu, je l'ai revu parce que ça passe en boucle. Évidemment, on en a reparlé dans les médias nord-américains. Les fils sont touchés, honnêtement. Il a voulu défendre son coéquipier, mais tu ne peux pas faire ça. Je veux dire, tu peux lâcher les gants puis sauter sur un gars en NHL, ça c'est permis. Ça fait partie de la loi de la jungle qui est admise. Mais cross-check à la hauteur de la tête, là, il aurait pu lui dévisser la tête. Hein. S'il a un sabre dans les mains, il lui coupe la tête en deux, honnêtement. C'était vraiment pas joli. C'est le minimum pour moi. 6 matchs de suspension. Mais on sait que les suspensions à la sauce NHL, c'est toujours un peu. Faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit très grave pour qu'il y ait beaucoup de matchs. Pour que si on ramène ça à l'échelle suisse, c'est l'équivalent de quoi? 3-4 matchs de suspension. Catégorie 2. Ouais, alors que pour moi, c'est la catégorie la plus dangereuse. Vraiment un double échec volontaire. Il n'a pas voulu crocheter sur l'épaule, puis après ça, il a glissé dans le cou. Là. Il est arrivé à 2 mains, geste revanchard, il voulait lui arracher la tête, tac, puis ensuite, il s'est mis à le taper. L'autre, il s'est demandé ce qui se passait, évidemment. Être à la bonne place, à la mauvaise place au mauvais moment, pour lui. Surtout quand on voit ce que Larkin a eu, honnêtement, c'est bizarre un peu, c'est un peu accidentel tout ce qui est arrivé à Larkin. Évidemment, je pense que Perron n'a pas vu exactement ce qui s'était passé, puis il a voulu assassiner le premier qui était à côté de lui. 6 matchs, pour moi, mérités, largement mérités. Ouais, j'invite les gens à aller voir sur les réseaux sociaux là, pour ceux qui n'ont pas vu le geste de Perron et le geste de Joseph avant. Et je pense que Perron a un peu pété les plombs au moment où il voit Larkin. Parce que Larkin s'est vraiment échoué là, comme si il n'y avait plus de son, plus d'image. Tombé comme une feuille morte. Et il a pris vraiment le mec qui était le plus près de lui. C'était pas le bon joueur. David Perron va en appel de cette décision. Ça a été annoncé. Il veut aller en appel de cette suspension. Il va plaider, il va dire « j'ai pas fait exprès ». Écoute, moi, est-ce que c'est pas ça que je voulais faire, non. Heureusement que le résultat est pas grave, mais pour moi, 6 matchs c'est totalement justifié. Ça aurait même pu être plus selon moi. Et honnêtement, pour moi, Perron, que cette suspension, en fait, c'est les Red Wings qui vont en appel, c'est pas nécessairement David Perron. Mais c'est plus des excuses qu'il aurait dû faire à la Ligue nationale de hockey. Écoutez, j'ai pété les plombs. Réaction comme ça. Je m'en suis pris en plus au mauvais joueur. Désolé, j'accepte ma suspension. C'est 6 matchs. On passe à un autre appel. Je trouve que, honnêtement, c'est injustifié de la part des Red Wings. Les Red Wings devraient plus être contents de voir Perron ne pas être suspendu pour plus de 6 matchs. Peut-être que c'est en raison, parce qu'il n'y a pas eu de décision sur Mathieu Joseph, il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a pas eu de suspension sur Mathieu Joseph pour son coup sur Larkin. Donc c'est peut-être là où ils essaient de dire « Hey, vous suspendez notre joueur pour 6 matchs, mais l'autre a eu 0. » Mais quoi qu'il en soit, écoute, 6 matchs, moi c'est justifié. Mais Steph, il y a eu beaucoup de gestes de violence. Il y a eu Godbranson aussi... sur le joueur de la Floride. Là. Oui, qui est Nick Cousins. Nick Cousins, ouais. Et ça,
l'histoire, elle est assez particulière. Parce qu'en fait, c'est une mise en échec par derrière que Cousins a donnée aux joueurs des Blue Jackets. Il n'y a pas eu de pénalité il y a eu une pénalité sur le jeu, mais il n'y a pas eu d'expulsion. Le même soir, dans un match du Canadien contre les Sabres, la même mise en échec, ça a été 5 minutes plus méconduite de match. Là, il n'y a pas eu, donc Cousins est apte à jouer le reste du match. Et dès qu'il a remis les pieds sur la patinoire, le défenseur des Blue Jackets a pété les plombs et s'en est pris aux joueurs des Panthers. C'était pas joli, là. C'était vraiment, il l'a mis en échec, puis après, il a lâché les gants, puis l'autre a fait la tortue, parce qu'il se demandait ce qui lui arrivait, puis l'autre a tapé toutes ses forces dans le cou, sur le corps, etc., etc. C'était vraiment une agression en ordre, mais comme c'est à point nu, en NHL, c'est permis. En fait, tu as le droit de devoir arracher la tête avec tes poings avec un gars, pas avec la crosse. C'est à la loi de la jungle. C'était pas joli non plus, franchement. C'était pas. Puis comme tu dis que les arbitres, le même soir, c'est pas la même sanction. Ça vous rappelle pas des trucs en Suisse, etc. Donc voilà, mais après ça reste du jugement. Voilà, j'écoutais justement ce match-là, la charge dans le dos. J'ai été surpris. Bon, à Montréal, elle m'a surpris. Hein. C'est à Montréal la pénalité pour la charge. Parce que je pense que le joueur s'en attendait, c'est pas protégé, etc. Là, sur ce coup-là, un bémol. Mais oui, l'agression, c'était vraiment une agression. Là. Et puis, et cette année, il me semble qu'il y a eu beaucoup de combats assez violents en début de saison, etc. Dans les ligues juniors au Canada, on a banni les combats, etc. Puis la NHL, on revient à la bonne vieille NHL, la loi de la jungle, où chacun peut se faire perdre sa loi. Se battre à poing nu, à grands coups de poing sur la gueule, comme on dit au Québec. Mais j'aime ça. Si vous regardez sur ces réseaux sociaux, les bagarres, ça marche. Mais est-ce que ça a vraiment sa place? Moi, ça m'agace terriblement. Et là, est-ce qu'on aura une recrudescence des goons? La discussion est venue sur le tapis. Il y a un autre geste, avant de parler des bagarres, un autre geste qu'on peut parler, c'est c'est Austin Watson de Tampa Bay qui, en frustration à la fin d'un match, a fait un tir frappé sur Jérémy Lauzon de Nashville pour le blesser. Il a schlappé dessus. Il était à sa propre ligne bleue. Il restait 2 secondes. Bam! Il met ça dans les patins. Lauzon cloué au sol, etc. Vraiment dans l'intention de le blesser. Il a eu 2000 $ d'avance. Donc, son perdième probablement pour 2 jours sur la route. Mais sérieusement, ça, c'est exactement comme Chris Di Domenico avait fait à Berne l'année dernière en play-off. C'était un play-off, je ne sais pas, contre Bienne. Je ne sais plus si c'était en play-off ou quoi. Mais voilà, le même genre de pétage de plomb. Et 2000 francs d'amende. C'est quoi le message que tu envoies, là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la Ligue nationale. Là-dessus, ils ont été soft comme tout parce que Austin Watson n'a pas une très bonne réputation. C'est le genre de gars que quand les fils se touchent, là, ça fait des flamèches partout. Et là, c'est un autre geste qui est pour moi incompréhensible. Mais Steph, je t'écoute parler. Évidemment, j'ai suivi tous ces gestes. On va appeler ça de la violence. Même pour Watson, je veux dire, c'est de la violence quand même, là, de volontairement slapper sur un autre joueur. C'est de la violence. Dans la me ouais, mais ils font ça, les gars, ils se mettent devant les pucks pour les bloquer, mais c'est ouais, mais là, le match est fini, t'es en plein centre de la patinoire, le joueur ne peut pas s'attendre à un tir comme ça. D'ailleurs, il a sauté un peu surpris, puis il s'est fait frapper directement à la cheville. Exactement. C'est de la violence. Moi, je trouve que la NHL, parfois, court un peu à cette anarchie, on va le dire comme ça, cette violence, justement avec le genre de suspension ou le genre d'amende qui sont donnés. Parce que là, oui, Perron, c'est une bonne suspension dans les faits. Ça aurait pu être plus. Pour moi, ça aurait été une catastrophe que ce soit moins. Mais c'est la plus grosse suspension qu'on a de la saison. Outre un truc de gambling. Le truc de gambling vaut 41 matchs, mais tenter d'assassiner des joueurs ou de blesser des joueurs, ça vaut 2000 d'amende. Ça fait partie du jeu, Joe. Ça fait partie du jeu. À un moment donné, c'est à la Ligue nationale de mettre ses balises, de mettre ses limites. Et je trouve que tant qu'on donne du jeu, tant qu'on donne la corde aux joueurs, ils vont utiliser tout ce qu'on leur donne. Et c'est pas des joueurs qui gagnent 800 000, 1 million. Je sais pas exactement le salaire d'Austin Watson, mais il doit pas être à 4 millions, ce joueur-là. Ça, c'est sûr et certain. Même s'il gagne le salaire minimum, tu as 800 000, 750 000. C'est pas 2000 d'amende pour un joueur comme ça qui va vraiment faire une réelle différence et qui va prendre conscience de la connerie qu'il a fait. On va appeler ça une connerie, on va appeler un chat un chat. Et c'est à la Ligue nationale, à un moment donné, de mettre des balises claires, de mettre ses culottes, de dire, ben ça passe pas dans notre ligue. Et des week-ends où, sur presque toutes les patinoires, il y a eu des coups salauds, il y a eu des bagarres, il y a eu
on est rendu à une autre époque où ce qu'on veut promouvoir de la Ligue nationale, c'est les Connor Bedard, c'est les Connor McDavid, c'est le jeu, c'est les gardiens spectaculaires et tout. Et finalement, tout ce qu'on retient du week-end, ben, c'est des conneries du genre, c'est de la violence. Pour moi, je trouve ça quand même inacceptable. Et c'est à la Ligue nationale que revient la faute pour moi. Oui, tout à fait. Mais ça fait des années, Joe, que j'entends ça. Je dis, toi, tu es beaucoup plus jeune que moi. Avant que tu viennes au monde, j'entendais déjà ça. Les suspensions, il y a des trucs qui étaient permis à l'époque des Goons. Hein. C'était 3-4 bagarres arrangées à tous les matchs, etc. Et là, on revient. Le gros débat par rapport à tout ça, les scènes qu'on a eues, les Canadiens de Montréal qui, à Columbus, se sont fait brasser. Il y a Slavkovski qui a dû jeter les gants. Il y a Barron qui s'était fait ramasser à Montréal. Les bons joueurs se font un peu secouer. Et il y a le bon vieux Georges Laraque, ancien goon de NHL avec Edmonton, Pittsburgh, Montréal, sur Ferrac, quelque chose comme ça. Georges Laraque, là, est très connu. C'est un gros bagarreur. Il avait joué dans la Ligue junior majeure du Québec à Granby. Il avait gagné la Coupe Mémorial sous Gaston l'entraîneur qui n'est pas Gaston Terrien. Non, c'était Michel Terrien. De Michel Terrien, excuse-moi, je dis toujours Gaston. Voilà, donc le gars, il est sorti sur les réseaux sociaux en mettant Slavkovski a dû se battre, Barron s'est fait... Montréal s'est fait brasser. Ils ont dit, ben, c'est ça, quand on retire Albert Jacquet de l'alignement, on l'a envoyé à Laval pour la petite histoire, parce qu'il a été blessé en revenant, on a envoyé Jacquet à Laval dans le farm team, on a rappelé un autre joueur. Et il est sorti sur les réseaux sociaux de la RAC en disant, si vous envoyez Jacquet à Laval, il n'y a plus de policiers, les joueurs n'ont plus peur de personne, il n'y a personne qui veut vraiment jeter les gants ou être une menace parce qu'on sait que Jacquet est très bon au point. Ben voilà, nos bons joueurs se font brasser et Slavkovski aura pu se blesser dans son combat, c'est pas son rôle de jeter les gants, etc., etc. Donc, on a remis une couche là-dessus en disant, ça prend encore une espèce de policier. Et aujourd'hui, on ne parle plus de goons qui ne font que de se battre. Il y en a encore quelques-uns, mais on parle de joueurs qui peuvent par ailleurs aussi jouer au hockey et puis peut-être ramasser une coupe de points. Il y a celui à Toronto là, qui était avec les Rangers avant, qui est Ryan Reeves. Ryan Reeves, qui est un goût d'une autre époque parce qu'au niveau hockey, il ne suit plus. Il y a Deslauriers à Philadelphie, etc. Il y en a encore 5 ou 6 comme ça, mais ce qu'on veut maintenant, c'est des gars solides qui peuvent aussi jouer au hockey. Le débat qu'on a à Montréal, c'est que ce qu'on peut se permettre d'avoir un goon, un Jacquet, un gars qui va pas jeter les gants régulièrement en défense. Parce qu'on sait qu'en NHL, on va jouer à 12 attaquants, 6 défenseurs. Et si le gars se bat, le risque d'être expulsé, de perdre pour plusieurs minutes. Donc, ces joueurs-là, en général, c'est les joueurs de 4e trio. Donc là, le débat à Montréal, c'est on doit ramener Jacquet pour protéger les bons joueurs. Et s'il n'y a pas de place en défense, est-ce qu'on ne peut pas le mettre à l'attaque, en te transformer en allié gauche? Il ferait pas mal sur un 4e bloc. Alors voilà où on est le débat. C'est presque un phénomène de société. Tout le monde parle de ça au Québec. Jacquet à Laval. Donc voilà, au Québec, il y a la météo, le gouvernement et le hockey, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, ça dépend des soirs. Les soirs de match, c'est le hockey. La météo, le gouvernement. Et le lendemain matin, c'est le gouvernement. Et bon, peu importe, je suis sarcastique avec ça, mais c'est un gros débat. Et tout ça, ça revient à quoi? La violence. Alors, Montréal doit s'équiper pour faire face à la violence ambiante. Il va répondre par de la violence. On n'est plus à l'étape des goons, des Ty Domi, etc. Mais on a tendance à y revenir. C'est un peu la loi de la jungle encore. Tu vois, moi, je comprends que le Canadien ait envoyé Albert Jacquet à Laval parce que son jeu défensif dans l'ensemble n'était pas à point. Il donnait moins que ce qu'il donnait l'an dernier. Il y avait pas c'est un gars qui n'était pas drafté. Hein? Il n'était pas drafté. C'était une surprise. Et là, c'est une rockstar à Montréal, Albert Jacquet. Il y a des sponsors et des restaurants qui s'associent à lui. C'est vraiment une rockstar. Donc, évidemment, c'est la gang de la 2e année. Moi, j'ai l'impression pour lui. Il était à tous les festivals à Montréal tout l'été. Il a pris la vie du bon côté. Mais son hockey a un peu écopé de tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup Albert Jacquet, qui cette année ne s'est pas beaucoup battu. Parce que cette année, il était plus dans un rôle, justement, de policier. Et il règne un respect ici. J'ai pas besoin de me battre tous les soirs. Et ça, j'aime ça. D'ailleurs, à Laval, il a refusé son premier match, un combat. On lui aurait dit, là, tu vas pas à Laval pour te battre, tu perds pas ton temps. Tu vas à Laval pour retrouver ton hockey. Et c'est parfait. Par contre, faut pas dénaturer le joueur non plus. Moi, ce que j'aime pas, pour en revenir un peu à ce que tu poses comme question, c'est que même si Albert Jacquet n'est pas à Montréal, il y a des joueurs qui doivent
instaurer une espèce de respect. Michael Pezzetta, Josh Anderson, c'est des gars qui doivent justement faire respecter quand même une loi sans nécessairement se battre, mais quand même j'aime pas le mot intimider, mais quand même, on va le dire comme ça, d'intimider l'adversaire, de frapper l'adversaire, de leur dire, écoutez, ce soir, le côté physique, c'est à nous qu'il appartient, vous intimiderez personne ici. Et ils le font pas depuis le début de la saison, et c'est pour ça que les Slavkovski sont obligés de se faire justice eux-mêmes. Et c'est là le problème. Est-ce que Anderson, non seulement il fait pas ça, mais il marque pas de but, Joe. Lui, point cette année, ni là, ni dans un but dans une cage vide. Mais on reviendra aux Canadiens. On reviendra aux Canadiens, Steph, parce que le temps passe. On va continuer nos autres sujets. Et on va revenir sur les Oilers d'Edmonton. J'ai le maillot derrière moi de ce côté-ci. Est-ce que Edmonton, en congédiant son entraîneur, Woodcroft, a réglé tous ses problèmes? Parce que là, ils sont passés d'une des pires équipes de la Ligue à l'une des meilleures. 8 victoires consécutives pour eux. Facile. Tout à coup, comme dirait Alex Buchalter, ça fait la crêpe. On a trouvé le coupable. Sur moi, Woodcroft de là. La famille Woodcroft qui devient rapidement indésirable. Craig Woodcroft, c'est le frère de Woodcroft, je ne sais plus de son prénom, là, qui était entraîneur à Genève, qui n'a pas laissé des souvenirs impérissables, hein, on s'entend. Et là, il était à Minsk, il a été licencié de Minsk et se retrouve comme son frère. Les deux frères se retrouvent sans emploi cette année. Donc, la famille Woodcroft, c'est une famille d'entraîneurs. Hein, donc, c'est des gars qui sont dans le hockey de métier. Et là, évidemment, là, on a McDavid, mauvais début de saison, etc., ça n'allait pas. Là, tout à coup, on vire l'entraîneur. On va chercher comme entraîneur son ancien coach junior à Erie dans la OHL. Et puis, tout à coup, c'est beau, il marque tous les matchs, il vole sur la glace, etc. C'est drôle quand même. Hein? Est-ce que tu es en train de nous dire que McDavid aurait peut-être joué contre son coach? Non, ça ne marche pas comme ça, évidemment, mais moi, je pense que oui, je pense qu'il y a un petit peu quelque chose à dire. Je pense qu'il était frustré de la façon dont c'était géré. Ça n'allait plus et McDavid était méconnaissable en début de saison. Il y avait des gestes de frustration, a pris des pénalités stupides, etc. Et là, moi, je l'ai vu quelques matchs récemment ou des bouts de matchs récemment. Là, il vole sur la glace, il est physique. Vraiment, ça a tourné du côté d'Edmonton. Mais est-ce que pour répondre à ta question, est-ce que tous les problèmes sont réglés? Non. Edmonton refait du Edmonton, marque des buts, un côté spectaculaire à deux grandes vedettes qui font toute la différence. Dans Evan Bouchard en défense qui fait des points aussi, qui est en train de devenir peut-être un Eric Carlson, parce que défensivement, c'est pas tout à fait ça. Mais et là, tu n'as toujours pas réglé le problème de gardien. Tu as Jack Campbell à qui on a donné énormément d'argent, qui était à 88%. L'autre, c'est Skinner. Oui, Stuart Skinner. Stuart Skinner. À un moment donné, si tu n'as pas de gardien, tu t'en vas nulle part. Et on n'a toujours pas réglé ce problème-là depuis des années. Alors, on est chercher Campbell à Toronto. On ne trouve pas de gardien numéro 1. On n'a réussi pas à tirer un gardien numéro 1 du côté d'Edmonton. Mais tant que tu n'auras pas un gardien, peut-être qu'ils vont faire les playoffs, hein, honnêtement, parce que là, ils sont en train de rattraper le terrain. Ils ont une équipe éventuellement pour faire les playoffs, mais là, pas de gardien, ça va être compliqué, Joe. C'est un éternel problème. Je pense pas que les playoffs vont être un problème à accrocher pour les Oilers d'Edmonton. Honnêtement, ils ont le même problème que Toronto. C'est une équipe qui est mal bâtie. C'est une équipe qui est bâtie pour la saison régulière, mais qui en playoffs vont s'effondrer de toute façon. Même si les Oilers d'Edmonton vont être capables de peut-être se rendre en finale d'association parce que McDavid et Draisaitl tirent l'équipe. Mais après, quand je vois jouer les Kings de Los Angeles depuis le début de la saison, je me dis, en playoff, je serais surpris que McDavid et Draisaitl puissent s'amuser comme des gamins qui jouent dans la cour de l'école. Là. Je pense vraiment que ça va être plus compliqué pour eux. C'est drôle parce que le gardien de Los Angeles, c'est un ancien d'Edmonton. Cam Talbot, non? C'est Talbot qui joue à Los Angeles. Il a joué à Edmonton, il n'était pas assez bon. Et il paraît hyper bien. Bon. Comme quoi? Il n'était pas assez bon, Edmonton. Peut-être que c'est le système défensif devant aussi qui est compliqué à gérer pour les gardiens. Peut-être que les tirs sont trop dangereux, je ne sais rien. Mais Cam Talbot, Paria, on ne voulait plus. Nul à chier, on va le dire, du côté d'Edmonton. On l'a sorti à coup de pied au derrière. Elle a l'air d'un champion à Los Angeles cette année. Il faut dire qu'il y a un sacré système défensif devant lui. Ouais, et c'est là... La question, est-ce que ça va tenir? Parce que personne ne croit vraiment à Cam Talbot. Tout le monde est surpris. Est-ce que ça va tenir durant tout le championnat? À voir du côté de Los Angeles. Et tu dis que McDavid vole, mais McDavid triche toujours autant défensivement. C'est un joueur Non. Toi, tu vois des trucs...
C'est affreux. Non, c'est one mais way non, mais street, soyons honnêtes. Et là, en plus, il amène non. son. C'est presque lui qui a dit je veux un entraîneur que je connais, je veux lui. Presque lui qui a choisi l'entraîneur. Ben, c'est clairement pour lui donner justement cette liberté qu'il aime tant. Sur papier, ça passe bien parce qu'il est la première étoile de la semaine de la Ligue nationale parce qu'il a des points, il engrange des points à un rythme incroyable. Mais c'est bon pour la saison régulière. En playoff, par contre, quand le jeu se resserre un peu, ça va être plus compliqué pour lui. Mais il est vraiment au-dessus du lot, ce McDavid. Quand il est sur la glace, c'est un spectacle à lui tout seul. Honnêtement, là, il est vraiment dans une autre catégorie. Draisaitl aussi, par son sens du jeu, un peu moins flamboyant, mais ô combien efficace. Surprenant, parce que tu le vois patiner, il me fait penser à Timo Artikainen. Ça a l'air un peu épatant comme ça, mais sauf qu'il a un sens du jeu et des mains. Mais Connor McDavid, à chaque fois qu'il prend la rondelle, attention, panique à bord. Qu'est-ce qui va nous arriver? Les défenseurs, ils sont là. C'est incroyable. Il est fort. Individuellement, ce gars est fort. C'est inimaginable. Je me pose la question si un jour les Oilers n'auront pas à trancher entre un des deux et échanger l'autre pour avoir une vraie équipe pour gagner. Mais ce sera une question qu'on débattra peut-être dans un autre head-to-head un peu plus tard dans la saison. Steph, troisième sujet. Est-ce que les Blues de Saint-Louis ont pesé sur le bouton panique trop vite en congédiant hier, parce qu'on enregistre mercredi, en congédiant mardi, l'entraîneur-chef Craig Berube? Ben, c'est dur à dire. Saint-Louis, c'est une équipe qu'on entend moins parler un peu. C'est une équipe qu'il faut vraiment fouiller pour les suivre. Hein. On s'entend, c'est au niveau médiatique, c'est pas comme dans les marchés canadiens. Moi, je pense qu'il y a de l'usure. Si on a appuyé sur le bouton, c'est qu'il y a de l'usure dans son cas. Ça fait quoi, 6 ans qu'il est là? Ouais. Avait gagné Lui aussi, c'est un ancien goon de NHL. Hein. Craig Berube, moi, je l'ai connu. C'était pas chic. Hein? Et là, il s'est transformé en gentilhomme comme entraîneur. Il avait été engagé à mi-saison. Ça avait fait la crêpe, a été chercher la Coupe Stanley alors que l'équipe était dernière au classement. Il était chercher la Coupe Stanley. Tout à coup, il est devenu un entraîneur respecté, respectable. Mais il a quand même fait 5 autres années après, ce qui est beaucoup dans ce métier-là, dans ce truc-là. Et à Saint-Louis, on est en reconstruction, entre deux, un mix, etc. Peut-être que là, ils ont 4 défaites de suite. Peut-être qu'il y a des petits soucis qu'on ne connaît pas. Il y a peut-être l'usure. Il y a des vétérans qui ont commencé à dire ouais. Donc, j'ai pas tant d'éléments à mettre sur la table, mais je pense qu'il y a un petit peu d'usure dans son cas. Est-ce qu'il va se retrouver du boulot facilement? J'en sais rien. Mais j'en connais quelques-uns dans la AHL, dans l'organisation des Blues de Saint-Louis, qui ne seront pas mécontents de ça. Je ne veux pas nommer de nom. Que je connais assez bien. Donc, je connais bien les parents, l'agent, etc. Premier choix au pêchage, choix de première ronde, qui a eu pas mal de succès dans la Ligue junior majeure du Québec, a remporté quelques trophées. Lui, il est dans l'organisation en HL de Saint-Louis. Et lui, ça n'avait pas très bien passé avec Berube lors du dernier camp d'entraînement. Je pense qu'il ne sera pas mécontent. Je ne peux pas parler en son nom, mais je parierais que oui. Peut-être qu'il va avoir plus de chances de monter rapidement. Moi, je trouve très curieuse cette équipe des Blues de Saint-Louis parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de reconstruction dû au fait qu'on a repêché. On a bien repêché du côté des Blues. Robert Thomas, Jordan Kyrou, par exemple. Donc, ça donne une jeunesse. On est allé chercher Torrey Krug à Boston. On est allé chercher des joueurs comme ça. Beaucoup de vétérans, des jeunes joueurs. Il y a une espèce de mix. Jordan Bennington, clairement, c'est pas un gardien numéro 1. Joel Hofer, le deuxième, qui est encore jeune pour monter. Moi, je pense qu'il était temps peut-être de changer justement le discours parce que à Saint-Louis, ce qu'on reprochait beaucoup, évidemment, les succès de l'équipe, là, 4 défaites de suite, ils ont grandement descendu dans le classement, mais un Jordan Kyrou cette année est méconnaissable. 16 points seulement, 17 points en 28 matchs pour lui. Robert Thomas, ça s'est replacé avec 27 points en 28 matchs, mais c'est des joueurs qui devraient être sur une pente montante, ascendante, et Kyrou, cette saison, c'est pas encore ça, Thomas non plus, et peut-être que le message de Berube ne passait tout simplement plus, et on entend plus de ces joueurs-là. Ça fait 2 saisons qui stagnent un peu, et que là, on voulait peut-être les faire progresser un peu plus, ramener un nouveau message. Je pense que pour les Blues, est-ce que perdre un entraîneur comme Berube après 6 ans, c'est une bonne décision? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que de changer le message après 6 ans, c'est important. Des entraîneurs qui font 6 ans, il n'y en a pas beaucoup dans des équipes de la Ligue nationale de hockey. Et donc, je me dis, pour les Blues, c'est peut-être une belle tentative de changer l'entraîneur.
c'est l'entraîneur de HL qui prend l'équipe de Par façon... intérim. Par intérim. Donc, ça veut dire qu'on attend pour voir. Et il y a un gars qu'on connaît bien, FNP Jean-Bry, qui travaille dans l'organisation des Blues. Oui, un certain Claude. Un certain Claude Julien, que j'ai eu d'ailleurs à Overtime NHL la saison dernière. Est-ce qu'il serait dans les starting blocks pour reprendre? Est-ce qu'il va reprendre du service du côté de Saint-Louis, lui qui est dans l'organisation? Est-ce qu'il a envie de le faire? Ça, c'est une autre question. Entre Ambry et Saint-Louis, bon, voilà. Donc, voilà, non, mais c'est un nom que j'ai pas d'infos là-dessus. On va sûrement en entendre parler dans les prochains jours. Mais éventuellement, il y a des noms qui vont se mettre à circuler. Je suis certain que le nom de Patrick Roy va de nouveau ressortir. On va commencer à retrouver des ramifications un petit peu partout. Est-ce qu'on va faire du neuf avec du vieux? Est-ce qu'on va recycler des anciens entraîneurs? On sait que la NHL, c'est un cercle relativement fermé. Il y a des clans. Il y a le clan Mario Lemieux. Il y a le clan Sakic. Il y a le clan Pat Brisson. Il y a des gens très influents. Et quand tu es dans une clique, quand tu fais partie d'un réseau de trucs, ben, ça aide à trouver du boulot dans cette NHL là où c'est presque un cercle fermé. Il faut le dire. Oui. À voir, mais ça s'annonce intéressant. J'aime bien le par intérim. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était un certain Martin Saint-Louis qui avait été engagé par intérim pour finalement consolider son poste avec le Canadien de Montréal. C'est par intérim permanent. Par intérim permanent. D'ailleurs, Steph, dernier épisode avant Noël. On va se faire plaisir. On va se faire un petit cadeau de Noël. On n'en a pas parlé encore cette saison. On va parler du Canadien de Montréal et de la reconstruction du Canadien. Ouais. Et la question que je te pose, Steph, est-ce que le Canadien va dans la bonne direction avec sa reconstruction? Je dirais que oui. Écoute, on est toujours impatient. À Montréal, c'est jamais simple, hein, parce que tout à coup, on se met à gagner. Là, tu regardes les résultats, c'est pas si mal. Bon, quand ils perdent, tout le monde râle sur ci, sur ça. Ouais, moi, je pense que oui. Bon, ils n'ont pas de chance avec des blessures à long terme. L'année passée, il y a eu plusieurs blessures à long terme. Cette année, il y a de nouveau le centre qui vient de Chicago, Kirby Dach, qui était blessé pour la saison, un genou. Il marche avec... il a le genou fléchi. En tout cas, c'est très spécial. Ils nous ont montré cette semaine comment il a triqué avec son attel. C'est incroyable. Et lui, il est hors pour la saison. Donc, ça a ralenti. C'est ce que Kent Hughes disait. On a eu des blessures à long terme. Cole Caulfield l'année passée. Des joueurs qui manquent des demi-saisons, Slavkovski. Des jeunes joueurs qui manquent des demi-saisons. Donc, ça leur fait prendre du retard. Mais là, il faut faire la place à des jeunes. On le fait. Par contre, est-ce qu'ils sont bien accompagnés? C'est toujours la grande question qu'on se pose à Montréal. On a donné des gros contrats à Suzuki, à Caulfield. On s'entend que Suzuki, pour moi, ce n'est pas un centre numéro 1 dans cette ligue-là, mais à Montréal, on en fait visiblement le joueur de centre le mieux payé. Je pense à un centre numéro 2. Caulfield, on s'entend, il était sur un pace d'une 40aine de goals l'année passée avant sa blessure. Tout le monde s'est dit cette année, 40, c'est réglé, c'est dans la poche, tout le monde l'a pris dans son pool. Et là, ça en va sur une saison de 20 buts. Il y en a un dans les 15 derniers matchs. Là, on commence à dire qu'il joue trop en périphérie. Les autres équipes commencent à le connaître, etc., etc. Il mise trop sur son tir. Évidemment, un but en 15 matchs, c'est le drame à Montréal. J'ai écouté le 5-7 de RDS hier. Ils en ont parlé pendant 3/4 d'heure. Qu'est-ce que doit faire? Il y avait 2 spécialistes, 2 femmes sur le plateau qui sont dans le hockey féminin qui étaient là pour parler des filles qui sont dans la Ligue professionnelle du hockey féminin qui était là pour parler des problèmes de Cole Caulfield, entre autres, les solutions, etc. Martin Saint-Louis était interrogé. Bref, on est dans la bonne direction, mais ça va être très, 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 très long. Ça va prendre plusieurs années parce qu'on a des très bons jeunes éléments. Mais ils devront être... Là, la question qui se posait hier, c'est que, bon, Montréal, finalement, ils font des points. Et si on se présente au mois de février-mars à la date limite des transactions, à quelques points des playoffs, est-ce qu'on sera vendeur ou est-ce qu'on sera acheteur? Là, on parle de Matheson, on parle de Marc Savard qui pourrait être des apports pour les autres équipes, pour les playoffs. Est-ce qu'on va aller transiger pour aller chercher des jeunes? Mais à un moment donné, les jeunes, tu ne peux pas les laisser prendre l'eau tout le monde ensemble. Tu dois l'accompagner de vétérans. Et moi, ce qui me dérange le plus à Montréal actuellement, c'est le ménage à 3 des gardiens. C'est le ménage à 3. Qu'est-ce qu'on fait? On a donné presque 4 millions au gardien. Samuel Montembeault. 3 millions à Montembeault, mais on avait donné 4 millions à Jake Allen. À Jake Allen. Pourquoi? Jake Allen à 4 millions relativement cher. Oui, c'est un grand professionnel, mais pour faire un truc à 3, Montembeault devrait être le numéro 1. Il est dans la fleur de l'âge. C'est bientôt plus un jeune. On en parlait tantôt. Les passes du côté des vieux, bientôt, il doit arriver dans ses bonnes années. Et puis là, il y a le jeune Primo qui ont fait vraiment un ménage à 3. Primo joue, puis celui qui joue le lendemain ne fait pas le voyage avec l'équipe, etc.
s'en va où avec ça? Pour moi, c'est étrange. Évidemment, à Montréal, peut-être qu'il y a la médiatisation, mais c'est jamais simple. C'est jamais simple. Et puis là, il devrait rappeler un tel, puis un tel, puis un tel. Mais je pense que les prochaines années seront pénibles à Montréal et ça va durer encore 3, 4, 5 ans avant que Montréal, vraiment, pour moi, devienne une équipe compétitive. Steph, je vais répondre à ma question tout d'abord, puis après, je vais prendre les points que tu as énumérés, parce qu'évidemment, c'est les points les plus importants. Je vais les prendre peut-être en ordre, selon ce que tu as dit, là, le plus récent. Moi, je trouve pas qu'on va dans la bonne direction du côté du Canadien de Montréal. Honnêtement, il y a de la quantité, mais il n'y a pas de qualité. T'as pas de top-notch, t'as pas de joueurs. Non. On parlait tantôt du repêchage. Ils n'ont pas été chanceux. Il n'y a pas de McDavid, il n'y a pas de Matthews, il n'y a pas de Mitch Marner, il n'y a pas de Patrick King. Et first overall, il n'y a pas de Connor Bedard. Slavkovski, ça va être un power forward intéressant. Là. Il commence à jouer ça. Ils l'ont mis sur la première ligne. Il commence un peu, mais il a 19 ans. Il a 19 ans. Il faut être patient, mais son plafond, il est où? Je pense que ça va être un joueur de top 6, mais ce ne sera pas un joueur d'élite. Non. Et s'il devient un Niederreiter, peut-être un petit peu plus qu'un Niederreiter, ça va déjà être un très très bon résultat pour lui. Le ménage à 3 des gardiens, Jake Allen, pourquoi ne pas l'envoyer dans les mineurs? On va absolument avoir un retour en échange de Jake Allen. Pourquoi? Un choix de 4e ronde, un choix de 3e ronde. Il n'y aura pas de valeur. Le jeune homme, il est rendu à 33 ans. Il gagne tout près de 4 millions par année encore pour cette année et l'an prochain. Pourquoi ne pas simplement l'envoyer à Laval? En ce moment, Laval, ça va tellement mal dans la AHL pour le Canadien, parce qu'ils ont une équipe de jeunes. C'est une catastrophe. Puis ils ont trop de joueurs. Ils ont 30 joueurs. Il y a trop de joueurs et il n'y a pas de bons gardiens. Envoyons Allen là. S'il est réclamé, tant mieux, on se débarrasse de son contrat. Il ne sera jamais réclamé à ce salaire-là. Ben tant pis, va aider les jeunes comme certains autres vétérans l'ont déjà fait dans la Ligue américaine. Et ensuite, bâti avec Primo et avec Montembeault. Pour ce qui est du développement des joueurs, évidemment, les blessures, ça ralentit le tout, mais mettons qu'on met tout le monde en santé aujourd'hui. Kirby Dach, ben là, il vient de rater 2 saisons. Ça va faire 2 saisons qu'il rate. Il n'a pas joué beaucoup de hockey parce que même à Chicago, il avait déjà été blessé. Je pense qu'il a une saison tout près d'être complète dans sa carrière jusqu'ici. Ça fait 5 ans qu'il est en NHL. Kirby Dach, dans son prime, peut-être être le premier centre du Canadien de Montréal. Parce que Nick Suzuki, en ce moment, il est dans la même chaise que Saku Koivu. C'est un deuxième centre qui est utilisé comme un premier centre. Est-ce que Kirby Dach peut prendre la place de Suzuki? Peut-être. OK, ça a du sens. 1-2. Mais sur les ailes, Alex Newhook, Cole Caulfield, Juraj Slavkovski, qui d'autre? En ce moment, le Canadien de Montréal utilise beaucoup de vétérans, pas en défense. En défense, c'est vraiment la reconstruction. Et d'ailleurs, il y a des jeunes qui éclosent. Jayden Struble, on a vu Jack Eye l'an dernier, Kaden Goulet qui va devenir l'un des très bons défenseurs dans cette ligue avant longtemps. C'est peut-être le joueur le plus talentueux du Canadien de Montréal, honnêtement, Kaden Goulet. C'est peut-être le meilleur atout du Canadien. Mais quand on regarde en attaque, Gallagher a beaucoup de temps de glace. Tanner Pearson, avant sa blessure, avait beaucoup de temps de glace. Sean Monahan a beaucoup de temps de glace. Lui, évidemment, j'espère que le Canadien va s'en débarrasser à la date limite des transactions parce qu'il a une grosse valeur. Et dans l'avenir du Canadien, il va juste ralentir. C'est un bon joueur. Exactement. Quand tu vois Josh Anderson, un but marqué seulement dans une cage vide depuis le début de la saison. On a donné presque 40 millions en 6 ans pour ce gars-là. Et il a du power play, il a du temps de glace, il joue beaucoup. Et je me dis, mais pourquoi Christian Dvorak, qui a lui aussi marqué un seul but, qui est un des pires attaquants du Canadien offensivement, qui défensivement n'amène pas grand-chose non plus, qui devait être le remplaçant de Philippe Danault. Même pas proche. Alors, pour moi, la reconstruction, elle va pas dans le bon sens parce que le Canadien doit perdre encore cette année, doit justement aller chercher l'un des top prospects de ce repêchage. Si on rentre un Celebrini, un Yzerman, certains gros éléments de ce draft, là, on irait dans la bonne direction parce qu'on n'amène pas de la quantité, mais du talent, de la qualité. Et c'est ce qui manque aux Canadiens de Montréal. C'est une reconstruction qui va prendre du temps parce qu'en ce moment, la qualité, elle n'est pas là. Les Rangers de New York, il faut se rappeler que les Rangers de New York, s'il n'y a pas un Artemi Panarin qui signe comme agent libre, s'il n'y a pas un Jacob Trouba qui dit « Moi, je veux plus jouer à Winnipeg, je veux aller à New York. » S'il n'y a pas un Adam Fox qui refuse de signer à Calgary pour aller à New York, cette équipe-là, c'est pas avec Alexis Lafrenière et avec Capo Caco qu'elle devient ce qu'elle est en ce moment.
Donc, il faudra qu'ils rajoutent des pièces à un moment donné. Exactement. Mais, il faut de la qualité. Il ne faut pas que de la quantité dans une équipe. En ce moment, le Canadien de Montréal, j'ai l'impression qu'ils ont fait plein de quantité, mais ils ont eu peur d'aller chercher de la qualité. 14 choix au pêchage la dernière année, etc. Dans les mineurs, les gars, ils font un tournus, là, ils jouent une fois sur deux, etc. C'est épouvantable. Là. Il y a plein de Québécois que je connais par ailleurs là, qui sont là, puis ils perdent leur temps. Là. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont en discussion avec certains clubs suisses. Pas nommé de nom. Davos reluque un défenseur qui joue dans l'organisation des Canadiens de Montréal. Mais je nomme pas de nom. Mais honnêtement, deux joueurs qui se développent bien chez le Canadien, je pense, ou qui ont pris la bonne avenue, c'est Rohrer et Reinbarer, parce qu'ils sont loin des projecteurs, ils ne sont pas dans un environnement... C'est un bel environnement à Laval. Dans la HL, un des plus beaux clubs, mais en ce moment, ils font que perdre. Tu es en compétition avec tout le monde, alors que Rohrer et Reinbarer ont énormément de temps de jeu ici, sont loin des projecteurs. C'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Je trouve vraiment que le Canadien ne va pas dans la bonne direction parce qu'à Montréal, les gens, les médias n'ont pas accepté de vivre une vraie reconstruction comme à Chicago. Ils vont vivre et ils veulent déjà des résultats, alors que si les résultats arrivent tout de suite, le Canadien de Montréal va faire comme au début des années 2000 et rester une équipe de milieu de peloton pendant des années et non pas d'être une équipe leader de la Ligue nationale de hockey. Et le but d'une reconstruction, c'est ça. Ouais, tu parlais de la patience Kotkaniemi. Pas trop mal. Ça va pas trop. Ça a bien été en début de saison, puis après, il a frappé un mur. Mais Kotkaniemi, bon, je pense que 3, c'était pas un bon choix, 3e au total. Là, Trevor Timmins a voulu faire encore son intellectuel qui voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Hein, c'est très spécial. Lui-même, dans le processus d'entrevue, je peux vous en parler, le Montréal, c'était pas comme les autres. Mais, quand même, il aurait dû sortir plus tard, mais c'est un gars qui n'a peut-être pas été assez patient dans son cas, il a peut-être trop de pression à Montréal. C'est pas facile à Montréal pour les jeunes, évidemment. Mais Connor Bedard avait été là, on est capable d'en prendre visiblement de la pression parce qu'à Chicago, il y en a, mais. Puis, on peut pas. Tu parlais tantôt, je fais une parenthèse sur les joueurs autonomes, d'aller chercher. Des Panarin, des Adam Fox, des gars comme ça des gars qui... Mais New York, c'est facile. C'est intéressant de jouer à New York pour un paquet de joueurs, l'exposure, Madison Square Garden, la vie glamour à Jet Set à New York. Mais à Montréal, là, ça reste un marché canadien. Il faut surpayer. Il faut surpayer, puis on s'entend-tu que l'hiver est rugueux? Il y a énormément de pression. Encore une fois, je nommerai pas de nom, mais il y a des joueurs québécois que je connais, qui jouent en NHL, qui ont des clauses de non-échange dans leur contrat sur certains marchés, dont celui de Montréal. Donc, les gars qui disent des clauses de non-échange, donc je peux être échangé à 27, 26, 27, 28 équipes, sauf ça, ça et ça. Par exemple, Winnipeg, Buffalo, Montréal, par exemple. Voilà, parce que, ou Edmonton, parce que je ne veux pas aller dans le Nord, je veux rester aux États-Unis, puis au Buffalo, c'est un marché de merde. Voilà, donc ça se négocie dans les contrats. Donc, Montréal n'attire pas, même si les gens à Montréal sont persuadés que c'est le temple du hockey, puis qu'il y a de l'ambiance, puis tout le monde dit que les joueurs, c'est super de jouer à Montréal. Mais sur une saison, c'est fatigant, c'est dur. J'ai écouté encore Cole Caulfield en entrevue hier. Là. Hey, t'as pas marqué un but à tes 15 derniers matchs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu devrais faire? Là, lui, il a dit, moi, je ne focus pas sur ce qui est passé. L'important, c'est mon prochain chiffre, etc. Martin Saint-Louis est obligé de rassurer les médias. Là, s'il ne marque pas encore pendant 4-5 matchs, là, ça va être un drame de société. Là. Ça va être un drame de société. On va en parler dans tous les files d'attente d'hôpitaux, puis de médecins, puis de ci, puis de ça. C'est simple. Non, c'est simple, il faut surpayer. Il faut que le Canadien soit prêt à surpayer. Ils ont de l'argent maintenant, il faut surpayer. Et dernière chose en terminant, je vais quand même prendre la défense. Je ne suis pas un fan de Trevor Timmins ou de son travail, mais je vais prendre sa défense parce que, bon, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Lui, il a clairement dit ouvertement que Kotkaniemi, c'était un choix imposé par Marc Bergevin, que lui, son choix, c'était Brady Tkachuk. Steph, c'est ce qui m'a fait l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On avait plein de trucs à dire encore sur les Canadiens. Va falloir que je te réinvite. Ouais, pas le choix. Obligé. Merci, Steph. On n'a pas tout réglé encore, Joe. Faut sortir pas ça. T'as un rendez-vous. Ciao, Steph. Allez, ciao. C'est ce qui met fin au 6e épisode de la saison d'Overtime NHL.
La National League est en pause ce week-end, mais pas la NHL. On en profite donc pour vous présenter 2 matchs commentés en français ce week-end. Tout d'abord, les Canucks de Vancouver seront au Minnesota pour affronter le Wild samedi. Ça commence à 20h sur MySports 1. Et on retrouvera ces mêmes Canucks dimanche 21h également sur MySports 1, cette fois pour affronter les Blackhawks de Chicago avec Philippe Kourachev et Connor Bedard. Ce fut un réel plaisir de passer la dernière heure avec vous. Merci d'être fidèle au poste et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.